Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Je voulais faire cette vidéo concernant comment ça se passe de vivre en Irlande, de déménager, de s'expatrier ou d'immigrer, plus précisément, ça serait le meilleur terme, mais voilà, dans l'idée de vivre en Irlande. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est en réponse à mon parcours. En fait, je vis en Irlande depuis 3 ans et demi. Je vis à Dublin, plus précisément. Et donc à l'époque, avant de venir ici, je m'étais posé la question, je regardais pas mal de vidéos YouTube pour savoir si c'était une bonne idée ou pas, quels étaient les retours d'expérience, les mises en garde, mais aussi les encouragements. Et donc c'est un peu pour le moi d'il y a 3 ans et demi qui se posait pas mal de questions qui fait cette vidéo. Donc j'ai envie d'aborder plusieurs points. Alors je me suis fait une liste, je vais les aborder pas à pas. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, vous-même vous le savez, et peut-être longtemps, c'est peut-être pas plus mal. Alors, donc voilà, je vous le disais, j'ai pris ce thème-là, cette idée-là. Alors dans l'idée, je vous explique un petit peu le contexte. Ça fait donc 3 ans et demi que je suis ici, à Dublin très précisément. J'ai 28 ans. Et donc j'ai voulu partir de France, notamment pour des raisons économiques. Les salaires sont plus élevés en Irlande, significativement plus élevés à mon sens. Et aussi le travail en France ne me paraissait pas... J'ai travaillé plusieurs années et je trouvais que c'était pas concluant, ça m'avait pas convenu en fait. Et donc je trouve qu'au niveau des opportunités professionnelles, je me sentais limité en France. Par ailleurs, je voulais une expérience un peu plus enrichissante. J'ai toujours voulu aller dans un pays anglophone et donc ça me paraissait naturel, dû au Brexit du Royaume-Uni, les démarches pour se faire embaucher là-bas étaient plus compliquées, il fallait se faire sponsoriser, etc. Là où l'Irlande, vu que c'est au Royaume-Uni, ce n'est pas nécessaire d'avoir un quelconque document, la carte d'identité fonctionne pour immigrer ici. Le passeport aussi. Donc je parle d'émigration et pas d'expatriation, car c'est quelque chose que j'ai appris ici, qu'en fait l'expatriation et l'immigration sont la même chose. C'est simplement une différence de termes et souvent de connotation. Mais donc on peut dire que je suis un immigré économique. Voilà, et donc j'évite le terme expatriation qui est souvent réservé davantage aux pays riches, là où l'immigration serait réservée aux pays plus pauvres. Donc je fais cette vidéo, je m'adresse donc à... C'est comme si c'était à moi d'il y a 3 ans. Je m'adresse oui, à tout le monde qui souhaite venir ici vivre, que ce soit temporairement ou à durée indéterminée en Irlande. Ce que j'ai remarqué autour de moi, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'ils viennent pour 6 mois, voire même un an, et qui en fin de compte restent de longues années. Ce qui est mon cas, par exemple. Et il y a aussi des personnes qui réellement viennent pour un stage, un temps relativement court pour apprendre l'anglais et qui s'y tiennent et qui repartent en France. Je connais beaucoup de personnes qui sont restées quand même et un nombre un peu plus restreint qui sont revenus en France. Pour donner un contexte encore dans la globalité, savoir les plus et les moins de l'Irlande sans encore entrer trop dans les détails, les gros plus, moi ce que j'adore ici c'est la liberté. Dans le sens où j'ai la sensation quand je suis ici que c'est un peu le rêve américain, dans le sens où tout est possible, tout est faisable, et d'être davantage chez moi, qu'il y a moins de jugement, et je suis plus culturellement nourri, bien que ce soit paradoxal, puisque Dublin, je la considère comme un grand village, c'est-à-dire que c'est quand même relativement petit. Je n'ai pas envie de dire que tout le monde se connaît, mais une fois qu'on commence à travailler ici, c'est aisé de reconnaître des gens dans la rue. Donc c'est quand même plutôt petit, il n'y a que 2 lignes de tram, donc c'est moins que Nantes, c'est moins que toutes les métropoles françaises. Néanmoins, malgré que ce soit petit, comme je vous disais, je sens oui, ce vent de liberté, de possible, de non-jugement. Et au niveau de la culture, ce qui est très intéressant, c'est que c'est bien davantage cosmopolite que les grandes villes françaises. Même Paris, je pense. Par exemple, ici, il y a une forte émigration brésilienne.
Mais il y a une forte immigration tout court. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'Européens, de Latinos, il y a beaucoup de Latinos aussi. Pour l'anecdote, quand je suis arrivé ici, j'ai pris une auberge de jeunesse afin de faire des économies et ça m'était égal d'avoir une bonne qualité d'hébergement ou non. Par conséquent, donc je suis allé par cette auberge jeunesse, on était 12 dans cette pièce, donc chacun compartimenté comme ça, dans des lits. Et j'entendais parler espagnol tout le temps. Et je me disais, mais attends, comment est-ce possible j'entends tout le temps parler espagnol. Et en fait, c'était des Argentins, des Mexicains, tout. Beaucoup de Latinos, un petit peu d'Espagnol aussi. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'Espagnols récemment. Et donc, en fait, j'ai découvert que c'était des gens très sympas. Donc, ça permet de confronter peut-être nos stéréotypes, nos préjugés, oui, nos idées reçues à la réalité. Et j'ai par exemple une très bonne idée des Latinos maintenant. Donc, c'est vraiment génial. Donc, grand point positif, cette idée de liberté, cette idée d'être chez soi, je trouve, de non-jugement. Et y a un esprit de ce type que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus facile d'avoir un travail, d'évoluer professionnellement. Ça, c'est un grand point positif pour moi. Et aussi cette multiculturalité, ce cosmopolitisme qui est incroyable, puisque on a une immigration qui est différente de la française. Et donc ici, par exemple, il y a un certain nombre d'Indiens, comme je disais, le Brésilien, oui, latino, mais aussi des pays européens. Il y a quelques Italiens, moins d'Allemands, mais pas mal donc d'Espagnols. Voilà, c'est vraiment un point de rencontre assez important et donc ça crée pas mal d'émoluments. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est dans l'idée. Maintenant, les points négatifs pour, pareil, avoir une vue d'ensemble. Les points négatifs, c'est vrai que les logements sont très chers. Et il y a une crise de logement qui est significative. Et donc, il suffit d'aller dans n'importe quel groupe Facebook, les Français à Dublin, peu importe, pour voir que c'est le sujet premier, disant ah, est-ce que vous avez tel ou tel logement disponible. J'ai envie de vous dire que le prix moyen pour vivre en colocation, ce serait 1000 euros. Donc pour avoir sa chambre, allez, peut-être sa salle de bain, et partager avec au minimum une autre personne. Donc ça serait. C'est à prendre en compte. Néanmoins, même avec un salaire de 2000 euros, je pense que ça vaut le coup de venir. Bien évidemment, ça dépend d'où vous venez en France, votre contexte, si vous avez une famille ou non, les ambitions et encore. Puisque, en revanche, la nourriture est assez accessible. Au niveau des transports en commun, donc forcément, il y a les bus, il y a les deux lignes de tram, mais on s'en sort pour au grand maximum 80 euros, puisqu'il y a en fait une limite sur les transports en commun et vous ne pouvez pas payer plus que 80 euros par mois, il me semble. Donc voilà, donc si vous faites tous vos calculs, vous pouvez avoir des frais fixes à 1500 euros. Si vous gagnez 2000 euros, ce qui doit être proche du salaire minimum ici, eh bien, ce qui veut dire que vous gagnez comme si vous gagnez 1500 euros dans une nette en métropole française. Donc voilà, ce type de salaire, pour moi, c'est un salaire de débutant. Ouais, donc début, donc c'est équivalent plus ou moins à un peu moins de 30 000 euros brut ici. Il faut savoir que la différence entre le brut et le net en Irlande est plus réduite qu'en France. Je pense que ça ne vous surprendra pas. Pas d'énormément, mais tout de même. Et donc voilà, je vous parlais des travails pour arriver. Ce que j'ai fait, ce que je recommande, c'est un choix assez personnel, c'est je cherchais un travail original, un peu excitant. Et donc j'ai postulé dans des annonces de modération de contenu pour Facebook, Instagram, ce genre de choses. Il y en a aussi pour Google, voilà, il y a plein d'entreprises de modération de contenu. Et j'ai trouvé ce job par Indeed. Et en fait, c'est le premier job auquel j'ai postulé. Je l'ai eu. J'ai passé mes entretiens depuis la France. Ça s'est bien passé et voilà. C'était bien. Franchement, c'était bien. Je sais que ça peut faire débat. Néanmoins, c'était pas si horrible que ça. C'était même pas horrible du tout. En tout cas, de mon point de vue, ça, on est répartis en différentes équipes, différents projets, différentes choses. C'est vrai qu'on est quand même censé nettoyer les poubelles d'Internet. Et donc forcément sur Internet, tout un tas de gens vont y mettre tout et n'importe quoi, les choses les plus horribles.
Néanmoins, il n'y a pas que la modération de contenu pure et dure, il y a parfois, on va dire, de la veille, ce qui se fait sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de formes de modération. Donc, ce n'est pas parce que vous allez dans un job de modération de contenu que nécessairement vous allez voir des choses qui vont vous traumatiser. Potentiellement, évidemment, mais pas forcément. Et je pense que ça a plus mauvaise presse que ce n'est réellement. Bon, néanmoins, par honnêteté, je dois vous dire que ça a fait un petit peu débat sur l'un de mes posts dans Les Français à Dublin. Et certaines personnes qui n'ont pas pratiqué cet emploi, ce qui m'énerve un petit peu, disent non, vous pouvez pas dire des choses comme ça, ce sont des choses horribles, ça traumatise les gens, etc. Donc je l'ai fait pendant, ouais, presque, quoi, 2 3 ans, et franchement, ça passe nickel. Puisqu'en fait, il y a une professionnalisation de l'activité, et donc tout est encadré, et le fait de voir ce qu'on voit dans un contexte professionnel, c'est pas vraiment la même chose que de le voir de manière inopportune. C'est-à-dire que, voilà, là, j'ouvre Instagram assez régulièrement, je vois des choses, voilà, des personnes décédées, des choses tout à fait horribles, et là, moi-même, ça me fait un effet différent, puisque c'est non voulu, c'est dans un contexte, je viens de me lever, par exemple, alors que dans un contexte professionnel, les choses sont plus carrées, on en discute ensemble, et donc ça prend une autre tournure. Bref, une digression pour dire que la modération de contenu, j'encourage potentiellement. Néanmoins, je comprends aussi qu'il y a des personnes qui se savent sensibles ou qui n'ont pas envie de tenter l'expérience et qui donc préfèrent ne pas y aller. Alors, il y a une question qui revient, je pense, de temps en temps dans, encore une fois, les Français à Dublin, les groupes Facebook d'immigrés francophones, et voire même dans la recherche d'emploi, c'est le niveau d'anglais requis. Alors, au niveau du niveau d'anglais, ce que j'ai fait, c'est que justement, par ce biais de ce travail-là, elle recherchait un francophone. Et donc, je me suis dit, parfait, mon travail va se faire en français, donc j'ai pas besoin de stresser pour savoir, ah, est-ce que je vais pas entendre, comprendre mon travail. Comme c'est un travail francophone, je sais d'avance que je vais être comme un poisson dans l'eau. Néanmoins, comme ça va être un environnement anglophone, forcément, l'entreprise, l'Irlande, eh ben, je vais pouvoir grandir au niveau de la langue. C'est ce qui s'est passé. Alors, il y a eu des personnes qui ont suivi le même parcours, mais qui voulaient encore plus d'anglais et qui se sont dit non, moi je veux un travail complètement en anglais, comme ça je vais vraiment apprendre davantage. Moi, ça m'aurait trop fait paniquer. Mais je peux comprendre aussi quand parfois on a un temps limité, c'est vrai que ça peut être plus efficace. Attention aussi, si c'est votre but vraiment d'apprendre l'anglais et que vous venez en disant je veux un travail, et bien dans ce cas-là, il y a aussi un autre piège, c'est dans une entreprise remplie de francophones. Ça existe, et donc par exemple, vous pouvez être dans des entreprises où votre chef et tous vos collègues vont être francophones. Donc nécessairement, vous utilisez moins l'anglais. Voilà, ça arrive. Au niveau donc, du niveau d'anglais pour arriver, moi je suis arrivé avec un niveau d'anglais qui était, on va dire, assez scolaire, mais bon scolaire quand même. Dans le sens où j'avais pas la fluidité du tout, c'est-à-dire que je connaissais les règles de grammaire, je connaissais. Voilà, c'est une connaissance, comment dire, presque universitaire quoi, de l'anglais, c'est-à-dire j'avais bien fait mes devoirs. Et donc la grande différence avec l'anglais de tous les jours, c'est la fluidité. Et donc ce qui se passait, c'est que dès que je suis arrivé, par ailleurs, mon expérience traumatisante qui fut la première, c'est que en prenant le bus donc depuis l'aéroport vers le centre, les chauffeurs de bus sont souvent irlandais et donc ont parfois un accent très prononcé. Et donc je l'ai pas compris. Le gars, il me parlait, j'ai vécu ça. J'étais choqué, je comprenais pas. Voilà, on s'est pas entendu et je me suis dit, waouh, il y a un gap énorme entre l'anglais londonien d'école où il parle avec une certaine articulation et le chauffeur de bus irlandais à l'aéroport qu'on a peut-être un peu marre de sa journée et était le 150e à lui poser une question avec un anglais approximatif. Néanmoins, faut pas s'arrêter à ça du tout, puisque en fait les choses se passent et se débloquent assez rapidement. Donc au niveau du processus, ce qui se passe, c'est que je le pensais dans ma tête, ce que je voulais dire. Donc je l'ai en français, ensuite dans ma tête je le traduis, presque mot à mot, et après je le dis. Donc ce qui fait qu'entre le moment où j'entends quelque chose et je veux y répondre, il se passe une bonne minute quoi. Et à la fin de la journée en plus, tu vas avoir mal à la tête, puisque ça demande pas mal de ressources de traduire tout ça.
Donc voilà, mais en fait, tout ce mécanisme-là, à force de l'utiliser, se fluidifie, et après, c'est hyper rapide. Et donc, à force, tu peux penser en anglais, parler en anglais, avec une fluidité qui est équivalente à celle en français, simplement par le moyen de le parler et de l'entendre. Ça serait mon conseil, si vous vouliez apprendre la langue, c'est d'écouter à fond l'anglais. Essayez de le parler au maximum. Et donc, comme je vous parlais de la communauté cosmopolite qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités de rencontrer des gens pour parler anglais. Et donc, par exemple, il y a tout un tas de groupes Facebook, cette fois pas seulement anglophones, mais oui, sortir à Dublin, ou make friend, ou des choses comme ça. Et donc, où il y a aussi l'appli Meetup, que je recommande, où là, il y a tout un tas d'organisations, d'événements. Il y a aussi des événements de language exchange. Bon, petite parenthèse là-dessus, c'est sympa. Est-ce que je recommande? Oui, un petit peu, mais je trouve que c'est quand même très superficiel comme rencontre et comme échange. Donc, ce qui peut se passer, c'est que vous y alliez, vous passez un petit moment là-bas, vous prenez des verres, vous discutez avec des gens qui veulent apprendre aussi l'anglais ou qui veulent potentiellement apprendre le français, par exemple, et vous voulez apprendre leur langue. Donc, vous discutez de banalités. Bonjour, comment vas-tu? Oui, ça fait combien de temps que tu es à Dublin? Tu fais quoi ici? Ah, ok. Et en fait, à la fin de la soirée, rien ne se passe, c'est-à-dire que tout ça fut une conversation des plus banales que tu aurais pu avoir avec ChatGPT au final. En revanche, ce que je recommande, c'est plutôt tout ce qui est rando, tout ce qui est événements en extérieur ou organisé, où là, vous pouvez passer plus de temps et faire des connexions qui sont plus profondes. Donc ça, je le recommande. Puisque ce que vous pouvez sentir quand vous allez arriver, c'est être, si vous venez seul, moi c'était mon cas, je suis venu ici sans connaître personne, et donc de se sentir seul dans la foule. Ça, c'est ce qui m'est arrivé, c'est fort possible que ça vous arrive aussi, car c'est je pense, une expérience d'émigration qui n'est pas seulement due à Dublin, c'est quand vous allez dans un autre endroit pour y vivre et que donc vous êtes seul, c'est-à-dire que vous ne connaissez personne, en plus dans une capitale comme Dublin, il y a cette sensation de... C'est ça, qu'il y a plein de monde autour de vous, que ça fourmille dans tous les sens, que tout le monde semble avoir sa vie, son cercle, mais pas vous. Et ce qui est effectivement pas le cas. C'est assez difficile et déroutant, car en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, tant qu'on n'a pas quitté notre cercle en France, que en fait on s'est créé nos amis, notre famille, non, on se l'est pas créé, mais on a notre famille, nos amis, on a tout notre cercle qui s'est créé organiquement par l'école. Voilà, en fait, petit à petit. Et en fait, on n'a jamais vraiment eu à se poser la question, mince, comment je me fais des amis? Comment, quand j'ai plus de 20 ans, je ne suis plus en études, je me fais des amis, d'autant plus dans un endroit que je ne connais pas, avec des gens, enfin voilà, je connais personne, et j'ai rien euh, pour me raccrocher. Et donc, en fait, là, c'est effectivement une question à se poser, puisque au début, une tentation que j'ai eue, c'est pour ça que je vous en parle, je vous recommande de ne pas le faire, c'est de tanner un petit peu ses collègues. Dans le sens où vous êtes par exemple dans une entreprise qui est sympa, et là vous avez des collègues qui sont en Irlande, soit irlandais, soit ils sont là depuis un certain temps, et ils ont leur cercle social, et tu vas leur dire, hé les gars, c'est génial, on s'entend bien, et si on sortait ensemble, découvrir Dublin, et passer du bon temps, etc. Enfin, sortir, et être pote, quoi. Et là, en fait, il est possible que les personnes vous regardent avec un... Soit ils vous disent oui, 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 un peu à l'américaine, disant bien sûr, Erwan, on va faire ça, et ça va être une bonne idée, sans que ça se fasse jamais. Puisqu'en fait, ces personnes-là ont déjà leur cercle, ils ont tout ce qu'il leur faut, ils ont les amis qu'il faut, ils ont le compagnon ou la compagne qui veulent. Et en fait, ils n'ont pas besoin d'un nouvel arrivant, d'un gars qui comprend rien, qui parle peut-être un anglais approximatif ou pas. Donc voilà, et en fait, il est possible de se dire, mais attends, pourquoi ces gens-là, ils veulent pas être amis avec moi alors qu'on travaille ensemble, etc. Pourtant, on s'entend bien et tout. Oui, mais il y a collègues et il y a amis. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de ne pas poser cette pression sur eux,
et de chercher ailleurs pour ailleurs. Je veux dire, par exemple sur ces applis type Meetup, ces groupes Facebook, pour son cercle social et le construire en aparté du travail pour que ça soit un peu différencié tout de même. Puisqu'il est possible de se prendre des... c'est pas des refus, mais des refus non dits. Ok, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé jusqu'ici. Je ne suis pas vraiment de plan, malheureusement, mais voilà, je vais couper la vidéo ici et je reprends une autre pour éviter que ce soit bien trop long.